Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue. Nous sommes très heureux d'être avec vous encore une fois pour un autre numéro du Grand Talk, un autre, mais surtout le dernier de la semaine. Et pour vous entretenir, évidemment, je suis avec Christelle. Bonsoir. Bonsoir André. Alors, Christelle, pour ce soir, comme vous dites, le set sera composé d'Isabelle Vauvant. Ah oui, on la retrouve, c'est un Isabelle Vauvant qui, pour bonsoir, une fois, qui a laissé le journal et qui nous a rejoint, Isabelle. Oui, j'adore être sur le plateau du Talk. Bonsoir Ouais, à tous. vous nous avez manqué assurément. Élisée Boloube, bonsoir. Bonsoir, Christelle. Comment allez-vous, très cher? Je vais super bien, par la grâce de Dieu. Depuis les 3 étoiles, la vie est belle pour nous. Ah oui, les 3 étoiles me fait penser au prophète Élisée. Merci beaucoup, prophète. Ah oui. Marius Komoé, bonsoir. Bonsoir Christelle. Merci d'être là ce soir, t'en encore prie. une fois. Merci. Bonsoir. Vous portez André. haut la voix des consommateurs. Oui, nous portons haut la voix de la société civile en général. Ah, c'est la voix de la société civile, hein, c'est Bien pas entendu. seulement les consommateurs. Pascal Kwame qui signe son retour sur le plateau du Grand Talk. Pascal, bonsoir et bienvenue. Bonsoir Christelle, quel plaisir de Et vous moi donc, retrouver il y a bien ici. longtemps, très cher. Oui, il était Bonsoir. temps. Oui. Bonsoir André. Bon retour Merci. pour justement le plaisir de nos téléspectateurs qui sont déjà prêts et qui vont entendre vos avis tout à l'heure, juste après ceci. Sur 195 pays au monde, la Côte d'Ivoire est le 108e pays le plus influent. Voyez-vous, hein, c'est un pays qui compte dans la diplomatie internationale. À cet effet, son chef d'État est en ce moment donc, en France, dans le cadre donc, d'une relation diplomatique avec la France. Et Alassane Ouattara a rencontré même un dîner qui est prévu, il me semble, aujourd'hui, ce soir. Tout à fait, ce soir. Donc au moment où nous serons ici en train de nous farcir de C'est pas gentil, ça. bien sûr, eux, ils seront avec les petits fours, de la cuisine fine, comme la France sait nous en proposer. Ce Les sera bons donc vins au menu, aussi. ouais, du bon vin. Ce sera au menu donc de ce dîner, mais pas que. Il y aura donc des discussions et c'est de cela que nous allons parler. Exactement, il faut dire, André, que les deux hommes ne s'étaient pas rencontrés depuis novembre 2023. Et après cela, il y a beaucoup d'eau qui a donc coulé sous les qui sont souvent à l'agenda de leur rencontre. Essayons de supputer, d'imaginer ce qu'ils pourraient donc se dire ce soir. Commençons avec vous, Élisée Boloube. Quel agenda, quelle discussion pourrait-il avoir ce soir, Élisée? Ben, je pense déjà que la première chose qui vient à l'esprit, c'est que ce sera peut-être des échanges sur, je dirais, la coopération bilatérale. La première chose entre la Côte d'Ivoire et la France. Sans ignorer que la Côte d'Ivoire reste, je veux dire, l'allié le plus privilégié de la France dans cette région actuellement. Et notamment avec une présence importante, en tout cas de la France en Côte d'Ivoire. On a un peu plus de 1150 entreprises françaises en Côte d'Ivoire, voilà, qui partent des multinationales jusqu'aux entreprises les moins denses. C'est dit en réalité aujourd'hui que la Côte d'Ivoire, ou du moins que le président Ouattara se retrouve à l'Élysée avec le président Macron, c'est quelque chose de très naturel, parce que les liens déjà qui lient les deux pays, mais comme je le dis, la coopération déjà bilatérale, qui pour moi constitue l'une des coopérations les plus solides en matière de coopération bilatérale, que ce soit sur le Occident. Et comme je l'ai dit, ils vont parler certainement des questions d'ordre économique, des questions de façon générale, des questions d'ordre sécuritaire, et puis des questions, je dirais, qui touchent aussi la sous-région, parce que ça ne va pas rester juste des discussions entre les deux pays, certainement qu'ils vont éventail des échanges sur la situation dans la région. Une fois qu'on a posé un tel tableau, il nous dit on va balayer tout un ensemble de sujets. Est-ce qu'il y a des sujets qui vous paraissent être vraiment des sujets d'actualité, pas passés vraiment, j'allais dire, qui vont forcément être au menu de cette rencontre, dans tout ce qu'il a dit, entre économie, la situation sécuritaire, etc. C'est le propre pour deux alliés forts comme le sont la France et la Côte d'Ivoire, quand ils se rencontrent, de, comme vous l'avez dit, balayer les sujets forts qui les unissent. Élisée a parlé des sujets économiques. Moi, je voudrais attirer l'attention également sur les sujets d'ordre et au-delà d'ordre sécuritaire. La France a une base militaire ici. Alors, j'allais vous demander pourquoi précisément, donc la question de la base militaire. La question de la base militaire, parce que de facto, on a l'armée française qui est positionnée en Côte d'Ivoire, mais il faut expliquer aussi que ce n'est pas que pour la Côte d'Ivoire qu'elle est positionnée en Côte d'Ivoire.
c'est une présence sous-régionale avec une base en Côte d'Ivoire, de mon point de vue et de ce que j'ai pu constater. Cette présence-là est une histoire. C'est une histoire qui commence depuis les indépendances de notre pays. On est passé d'un effectif très important il y a 15, 20, 30 ans à un effectif aujourd'hui de 900 militaires. Et cet effectif-là veut dire quelque chose. Jean-Marie Bockel, envoyé par Emmanuel Macron il y a quelque temps pour consulter ses partenaires africains. Et le mot est important, nous sommes partenaires. C'est une relation déconcentrée. Demander ce qu'ils entendaient de part et d'autre sur la suite de cette présence militaire qui elle-même commande aussi aux impératifs sécuritaires en Côte d'Ivoire d'abord et de la sous-région. J'allais même essayer de vous demander si vous avez des idées, parce que Jean-Marie Bockel, l'envoyé spécial justement de Emmanuel Macron pour notre zone, était là. Est-ce qu'on peut assister à quoi au cours de cette discussion? Il y a des informations à livrer à Alassane Ouattara sur la réduction de la voilure, ou bien la Côte d'Ivoire va être encore plus solide en termes de présence française? Comment vous, enfin on ne va pas discuter, mais quelle est votre telle situation sur les militaires? On se dit, au lieu d'en avoir 300 ici, 300 là et 1000 là, est-ce que la Côte d'Ivoire accepte d'être l'unique base arrière? Parce que peut-être que c'est une disparité de base un peu partout qui donne ce sentiment-là aujourd'hui à la Nouvelle-Afrique, que la France est un peu partout, présente comme un... de rapatriement, il n'y a pas des... Donc, ceci pourrait de la mutualisation de la présence française dans cet continent. Ton pas économique et ensuite sécuritaire pour vous, quelqu'un qui pourrait être... En tant qu'usager, nous donc trop d'Abidjan figurera en bonne et due place dans les relations entre, dans les échanges, dans les échanges entre le président Macron et ces 2 milliards d'euros que cela coûte aux contribuables français dans une politique. Bien évident que la Côte d'Ivoire, qui est bénéficiaire d'une telle initiative, puisse un temps soit peu rendre compte. 2 millions d'euros Oui. C'est ce que... Les chiffres qui sont annoncés sur... Voilà. Ça coûte, c'est 2 milliards d'euros. 2 milliards, pardon, 2 milliards d'euros. C'est plutôt 2 milliards d'euros. Voilà, parce que... Non, c'est 2 milliards d'euros. Je revois mes chiffres, c'est effectivement 2 milliards d'euros. Dans les textes, c'est bien... milliards. Exactement. Uniquement par il y a donc le contrat de désendettement et de développement. Cet aspect, la Côte d'Ivoire est bénéficiaire d'une telle initiative. Et donc, il est bien évident que exactement de l'évolution de la chose. Beaucoup ont parlé des retards qu'on a observés dans le déploiement du projet. Est-ce que vous pensez que là aussi, d'une discussion et que les 2 chefs d'État vont nous annoncer des choses au sortir de ces discussions? Mais absolument. Dès lors qu'il ne faut pas tout récemment des mesures de population sur l'emprise du passage du métro. Et donc tout cela devrait en principe figurer en bonne et due place dans les échanges de chefs d'État au fin de prendre des meilleures dispositions. Est-ce que mon propos en fait sous 3 ans au niveau de la forme, c'est un dîner en fait, donc ça de l'excellente relation dans Alassane Ouattara et le
on a envie de se voir quasiment chaque mois de novembre de l'année dernière. Ouais. Coopération, déjà coopération. Le président Alassane Ouattara a signé champion de l'agenda de l'Afrique 63. Ouais. Ce qui implique donc cet agenda, c'est la structure. Et pas mal... Dimanche plutôt. Pardon, dimanche, pardon, 24 mars, je suis encore... Après, au niveau bilatéral, moi, j'aimerais véritablement saluer les efforts et le dynamisme du ministre de la Défense, Ibrahima Ouattara, sa française qui est basée donc en Côte d'Ivoire, réduire l'effet. Ça signifie tout simplement qu'aujourd'hui, autonome dans sa défense, aujourd'hui on ne parle plus d'assistance défensive, mais on parle plutôt de coopération, on parle de compétences, on parle de renfort. Il faut savoir que d'Ivoire qui a ILC international outillé mais c'est aussi, ça pourrait également de la réduction sur ça peut être carrément. Voilà, c'est ça, parce que moins de 300, je veux dire, c'est quasiment rien. Est-ce que, quand on entend Isabelle, je ne sais pas si vous voulez aller là-dessus, on a le sentiment que se jouent ici deux chefs d'État qui veulent être des leaders de leur zone, qui des sujets importants de développement, la relation avec l'Occident. Est-ce que c'est comme ça aussi que vous voyez là? Deux chefs d'État veulent se montrer comme de vrais leaders sur ces sujets-là. De toute façon, dans la on a un leader important en termes de pays dans l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Le leadership de ces deux États est à discuter. C'est vrai que la France regarde en Afrique, on quelques ce qu'elle a été et ce qu'elle des choses, mais il n'en demeure pas moins qu'elle garde une influence importante en Afrique. Et ce leadership-là, quand les deux se rencontrent, évidemment, il y a des sujets qu'ils ne peuvent pas occulter. Leur décision continue d'avoir un impact important dans la mise en œuvre des politiques nationales, quoi qu'on en dise. Très bien. Élisée Boloube, pensez-vous, comme elle l'a dit, qu'il y a, lorsqu'ils se rencontrent, il y a des sujets qu'ils ne peuvent pas éviter. Pensez-vous qu'ils ne pourront pas éviter la question des élections présidentielles, de l'élection présidentielle bientôt en 2025? Est-ce que vous pensez qu'ils l'aborderont? Est-ce que la question de la candidature du chef de l'État pourrait être à l'agenda de leur rencontre également, Élisée Boloube? D'accord. Je réponds à cette question, mais permettez-moi juste de rebondir sur quelque chose que Isabelle Isabelle a dit. Prie, voilà, que pour moi, je trouvais peut-être pas trop indiqué, la question de savoir, ou du la réduction de l'effectif des soldats français par le fait que certainement la Côte d'Ivoire aurait retrouvé une meilleure santé, je dirais, sécuritaire. Ça va à l'encontre de aux hommes politiques, nous, du moins les autorités ivoiriennes, qui, elles, disent depuis 2012, en ce qui concerne la situation sécuritaire, nous sommes au top. Donc, on ne peut pas dire aujourd'hui que le fait que l'armée française décide de réduire sa troupe, c'est parce qu'on estime aujourd'hui en Côte d'Ivoire qu'on est au top. Moi, pour moi, il y a quelque chose qui ne va pas. Bien au contraire, je crois que le fait de demander à retirer les troupes, il faut le mettre dans un contexte. Premièrement, il y a des estiment que le fait d'avoir des bases en Afrique nécessitait énormément de moyens
du contribuable français. Parce qu'il faut entretenir ces troupes-là. C'est déjà beaucoup de temps, il y avait des voix qui s'élevaient déjà pour contester ce fait-là. Ça fait un. Deuxièmement, je pense que ces bases aussi étaient, estimaient quelque part que, pour cette volonté-là d'expression, ne passait pas, la souveraineté nationale, il y a quelque chose qui ne passait pas. Donc, sur ces deux points-là, je crois que, pour moi, l'argumentaire dit que c'est parce qu'aujourd'hui, en réduisant les effectifs, on pense que sécuritairement, l'État peut maintenant faire face à c'est un peu réduit l'État. C'est montrer en fait que l'État était sous tutelle. Alors, c'est parce que c'est pas la réalité. Isabelle, réaction rapide avant sur la question nationale. Allez-y. Je pense que Élysée n'a pas bien compris. Mais il faut le préciser. Je vais revenir dessus. Donc, on parle de souveraineté d'État, souveraineté d'État africain. Au-delà de ça, je maintiens toujours mon propos qui est de dire qu'aujourd'hui, la défense ivoirienne est à même de pouvoir juguler, en charge, bien sûr, exactement, juguler en tout cas toutes les attaques terroristes qui pourraient y avoir. Avec une base de 900 militaires français, arriver quand même à garder le cap. Ce que j'aimerais rajouter également, c'est que comme je l'ai dit tantôt, on est passé en fait aujourd'hui à une autre vision. Et cette vision-là, je pense que la France également la partage parce que dans son discours de fin d'année, le président Emmanuel Macron l'a bien signifié. Il a dit qu'il aimerait en tout cas laisser l'Afrique s'auto-gérer, voilà, et c'est ce pourquoi même il décide donc de retirer ses troupes françaises, etc. Donc moi j'ai envie de dire aujourd'hui on parle plutôt de transfert et de partage d'expériences, de transfert de compétences. C'est ce en quoi en fait on assiste aujourd'hui à des académies comme l'AIL, c'était ce que j'ai cité plus tôt, pour pouvoir justement avoir cette maturité suffisante pour nos États de pouvoir juguler donc les différentes problématiques qu'elles ont. Vous avez écouté ça avec beaucoup quand même. N'oubliez pas la question nationale. Hein. N'oubliez pas la question nationale. Est-ce qu'ils vont aborder... On va revenir là-dessus rapidement, bien sûr, sur quand même ce débat-là qui peut déjà être un point de désaccord sur la question militaire. Parlez rapidement, vraiment, Marius Komoué. Comment vous réagissez par rapport aux propos de vos deux camarades ? Non, mais pour nous, la question militaire relève tout simplement des prérogatives qu'un pays doit absolument disposer. Et on ne confie pas justement le ventre d'un pays à l'étranger. Sa sécurité à quelqu'un d'autre. Eh bien, bien entendu, c'est tout comme. Et donc, il est tout à fait indiqué qu'en matière de sécurité, la Côte d'Ivoire a acquis énormément d'avancées. Étant entendu et donc, est-ce que ça justifie le retrait? Parce que c'est le débat qu'on a. Oui, mais bien entendu, parce que tout récemment, on a vu des escarmouches, donc des djihadistes dans la partie septentrionale de notre pays qui très vite ont été circonscrits par notre armée nationale. Mais au-delà de cet aspect, n'oublions pas que comparativement, il y a 10-15 années, la Côte d'Ivoire connaissait quelques troubles, des escarmouches par-ci, par-là, au niveau militaire. Aujourd'hui, il y a une stabilité, l'économie a repris, tout est... Donc, au total, il devrait se retirer. Exactement. Très bien, donc ça, c'est votre... Vous avez une réaction là-dessus, Pascal? Non, mais c'est vrai que si l'indicateur de la santé militaire ou sécuritaire d'un pays, c'est le retrait des troupes françaises, c'est trop réducteur. Donc, je vais plutôt dire que non. Ce que je dis, c'est qu'on a des accords. Que dit l'accord ? Qu'est-ce qui fait qu'il y a une présence militaire? Vous avez vu qu'il y a eu des périodes ici en Côte d'Ivoire où on a dit que les accords n'étaient pas activés parce que ça ne répondait pas à un certain nombre de dispositions de ces accords-là. On aura peut-être l'occasion d'en parler à un autre débat. Mais aujourd'hui, je pense que oui, effectivement, c'est réducteur de dire que si notre armée va bien, donc on peut se retirer. Très bien. En tout cas, les avis sont partagés là-dessus. Maintenant, vous aviez un sujet qui vous paraissait... Alors, la question nationale, on a parlé de tout ce qui était... extérieure. Maintenant, les élections. Il y a une élection bientôt. Pensez-vous que la question de la candidature du président de la République, justement, pourrait être à l'agenda de leur rencontre? Isabelle, réaction? Oui, j'ai envie de dire forcément. Je veux dire, on est à quasiment 18 mois d'une élection présidentielle en Côte d'Ivoire. C'est vrai qu'aujourd'hui, toute la presse internationale, même nationale, se pose aujourd'hui la question de savoir est-ce que le président Alassane Ouattara va rempiler pour un autre mandat pour 2025 ou pas, est-ce qu'il y aura un dauphin, etc. Donc je pense que la question peut être déjà mise sur la table lors de cette rencontre. Ça, pour moi, c'est une évidence. Moi, ça me gêne énormément de dire pourquoi donc oui, moi, le fait de penser qu'on peut aller prendre un blanc-seing à Paris, les nouvelles générations nous regardent. On ne va plus prendre de blanc-seing à Paris pour... Non, vous allez terminer. Vous pensez que c'est une époque qui est révolue?
Elle est totalement révolue. Le président Alassane Ouattara, entre le café ou le dessert, peut-être j'espère qu'ils vont aborder ça, je l'espère fortement, sous le prisme de la boutade, parce qu'on ne peut pas s'empêcher de discuter de tout et de rien. Vous-même allez à des dîners où vous vous empêchez de rien. Mais enfin, je ne pense pas que ça va constituer le cœur de leurs échanges, parce que vous vous souvenez, quand le président a dit, dans certaines circonstances, a pris certaines résolutions, après, quand il est revenu au regard aussi d'autres circonstances sur ce qu'il avait dit, il l'a justifié, et il l'a justifié face à son peuple, pas face à la France, ni à l'Ukraine. Non, mais en fait, j'aimerais recentrer donc il est autonome, indépendant. Je ne dis pas qu'ils ne vont pas l'aborder, mais je dis il n'est pas question de penser qu'il allait prendre un blanc-seing ou un quitus, ou que ce soit, il est libre de sa décision. Alors pour vous, le fait d'en parler, c'est recueillir une validation de Paris, c'est cela? Non. Pas exactement ce que je dis. Je dis que je ne pense pas que ce sera le lieu pour lui d'aller dire je suis venu te dire que je m'en vais ou que je reste. C'est un dîner entre deux amis. Bon. Non, moi j'ai envie de dire, c'est pas le cœur de la rencontre. Voilà, ils vont parler de plusieurs sujets, mais j'ai envie de dire, entre chef d'État à chef d'État, il pourrait éventuellement lui poser la question s'il serait intéressé pour rempiler pour 2025 ou quelque chose de éventuellement se faire, mais ça ne veut pas pour autant dire, ou alors que ça sera le cœur des échanges. Comment on départage ces deux belles dames? Avec peut-être Marius, non, au niveau national, pour nous, les questions au-delà de ce que nous avons pourraient être également les dernières mesures de la CEDEAO relativement au pays de l'AES. Réagissez au niveau de l'évolution de la situation aujourd'hui sécuritaire au plan, j'allais dire, sous-régional, au niveau ces questions-là ne se posent pas. Et Pascal l'a souligné tantôt, la Côte d'Ivoire a atteint un niveau de responsabilité dans la gestion de son État que désormais, bien évidemment, on n'est pas obligé de se tourner vers Paris pour recevoir justement des instructions. Merci. Élysée, comment réagir? Non, moi, je catégorique. Hein, je ne pense pas aujourd'hui que la question de la présidentielle de 2025 soit exclue des échanges qu'ils auront aujourd'hui. Ça va faire partie des échanges, mais pas sous le prisme. Et la candidature. Pas sous le prisme, pas sous ton autorisation. Je ne vois pas ça sous cet angle-là. Aujourd'hui, comme je le disais en entame de mes propos, nous avons 1500 entreprises françaises qui contribuent à l'économie ivoirienne et qui participent aussi à l'essor d'une manière. Nous voyons par le passé combien les élections en Côte d'Ivoire, avec tous les éventuels trous qu'il y a, c'est normal que dans un tel échange, le président un homologue, mais qu'est-ce qui est entrevu pour... Parce que aussi... Quand vous dites que c'est normal, vous voulez dire diplomatiquement, c'est des sujets qu'on peut aborder? Mais diplomatiquement, c'est normal. En plus, même au-delà même de l'élection ivoirienne, c'est tant est que dans nos esprits, on peut même imaginer que le président Ouattara et le président Macron évoquent même la question sénégalaise. Les élections qui ont lieu le lundi, pourquoi on ne parlerait pas de l'élection ivoirienne? Dimanche, pardon, qui auront lieu dimanche. Pourquoi on ne parlerait pas de l'élection ivoirienne? C'est quelque chose, pour moi, qui ne peut pas être exclu de ces élections. Exclu, c'est pas... Enfin, oh là là. Appeler pour savoir comment ça se passe. À quel niveau vous êtes? Dans tous les cas, on a forcément un bon communiqué, ce qui va transparaître de ce qu'il ne communiquerait pas. on finira toujours par savoir. Il y a toujours des oreilles qui... Ce qu'on devra savoir. Deuxième sujet, André. Quittons Paris, pour aller atterrir à Abidjan, où, bien sûr, vous le savez, la communauté musulmane, la grande communauté religieuse qui comprend le chrétien catholique, en ce moment, on va dire dans une période. Et puis, ce sont les militaires qui se sont marqué le coup, une rupture de jeunes par nos poésies. Ensemble également, mais je pense que nous allons donc aller au magnéto, André, et puis on décrypte après. C'est pas mal. On regarde. Moment de partage. Et au sein de une rupture collective en présence du ministre d'État, ministre de la Défense Téné Birahima
et de tous les corps d'armée. Un instant de solidarité qui solidifie entre les membres du corps d'élite de notre pays. Au-delà de la rupture, c'est plutôt donc plusieurs confessions religieuses qui se retrouvent sur cette place ici aujourd'hui. Et grâce au Tout-Puissant, il se trouve que donc le jeune chrétien et le jeune musulman se font cette année à la même période. Il est temps que nous puissions, comme c'est le cas aujourd'hui, nous retrouver à chaque instant, si c'est possible, pour que nous puissions être solidaires dans l'entraide. Ceci est très important. Ceci participe à la cohésion dans un pays. Ce pays a besoin de cohésion, de paix. Je voudrais dire très respectueusement, Monsieur le ministre d'État, notre fierté d'exercer à côté de vous. Et cette fierté tient au fait que surtout, nous vous reconnaissons avec son Excellence, Monsieur le Président de la République, très pieux. Et cette piété ne saurait être oubliée par Dieu. Je dis merci à tous les militaires ici présents. Lors de cette rupture, Téné Birahima Ouattara, après avoir reçu des présents, en a offert également en vivre et non vivre. Si cette année, elle a eu lieu à Abidjan, l'année dernière, cette traditionnelle rupture collective avec tous les corps d'armée s'est tenue à Bouaké. Pour 2025, elle se tiendra dans une autre ville du pays avec son lot de bénédictions. Vous savez combien de fois la Grande Muette est importante justement pour assurer la sécurité, la tranquillité et surtout pour donner confiance à tous les Ivoiriens. Et quand cette Grande Muette appelle Dieu pour pouvoir être meilleur, c'est toujours bon. Alors parlons-en. Comment vous analysez, parce que vous l'avez entendu, Dieu merci, on a un magnifique. Comment vous avez lu tout ça, tout ce qu'on vient d'entendre? Commençons par vous, Pascal. Ça vous parle de voir que le ministre d'État, ministre en charge donc, de la Grande Muette, rassemble non pas seulement les musulmans, mais tous ceux qui sont en train de faire le jeûne, le carême chrétien musulman, et rencontre pour parler avec des mots forts, vivre ensemble, cohésion. Vous parle. Qu'est-ce que ça vous dit, Pascal? Ça me parle, on vient de parler de sécurité à l'instant. Exactement. Et c'est une belle transition. Ça me parle parce que un pays qui assume sa religiosité dans les casernes, qui ces instants où les deux en commun pour appeler à la cohésion et à la solidarité, mais particulièrement qui ont été mises à mal et n'ont pas toujours fleuve tranquille dans leur évolution. Ça montre que notre armée, non seulement est de tranquillité, nous rassure. Et de voir ce genre d'image, ça ne peut que rassurer. Ça a eu lieu à Bouaké l'année dernière. Gageons qu'après Abidjan, il y a d'autres casernes qui doivent pouvoir se positionner. Donc oui, si, ça me parle en termes de tranquillité, d'être rassuré, d'assumer cette religiosité jusque dans les casernes. Ministre en charge de la Défense, eh bien, il a en période tous les corps de l'armée qui sont musulmans l'invitent à appeler cela l'année dernière. C'est le district autonome d'Abidjan qui abrite donc la cérémonie. C'est d'ailleurs, ça a été l'occasion pour le ministre d'État, ministre de la Défense, de profiter de l'opportunité pour en appeler encore une fois à la cohésion, à la lutte au sein des forces armées nationales.
véritablement d'assurer et garantir la sécurité nationale et participer, à n'en point douter, à la construction du pays qui est un métier spécialisé. Et donc, en se déplaçant donc, à cette invitation à lui adresser par les plus hautes autorités militaires au niveau national. Isabelle Vauvore. Oui, bon. Dieu au cœur de l'armée. Oui. Alors, on a un pays qui est pluriconfessionnel. Exactement. On est à environ 33,9% de chrétiens, toutes églises confondues. On est à environ 42,9% de musulmans et les 24 par les confessions, on va dire, traditionnalistes, animistes et autres. Donc, j'ai envie de dire que le message qui est passé aujourd'hui, quand on sait que la religion, c'est déchaîne les passions, il faut vraiment pouvoir unir tout le monde. Et il faut savoir, au niveau, par exemple, de la gendarmerie où s'est tenue cette rupture de jeûne, au sein de cette gendarmerie et au nom de la laïcité qui confère donc à notre possibilité, il y a au sein de cette gendarmerie une église et une mosquée. Donc du coup, c'est à saluer quand on voit tout le monde. Exactement. C'est salutaire parce que quand on voit en fait que dans cette période vraiment actuelle, tout le monde arrive à se retrouver pour parler en fait le même langage, peu importe la religion, peu importe son ethnie, d'où on vient, etc. Moi, je trouve que c'est salutaire en tout cas. Et j'aimerais aussi m'atteler sur la personne qu'est le ministre d'État Téné Birahima Ouattara, qui est un homme de valeur, intègre, pieux et qui fait vraiment dans la spiritualité, qui est généreux. Au-delà de cette rupture de jeûne, chaque année, il fait des arbres de Noël, etc. Donc, en fait, chaque fête religieuse, en tout cas, est toujours... Très bien. Si je vous entends bien, c'est-à-dire qu'on est face quand même à des dirigeants, à des hommes d'État qui ont l'habitude de s'intéresser, j'allais dire, à un moment vécu par leurs concitoyens. Donc là, ça s'inscrit dans cela. Exactement. Et j'ai envie de dire que c'est aussi un style de management que de s'intéresser en tout cas à ses collaborateurs et de pouvoir vivre et partager avec eux ce à quoi ils tiennent vraiment, voilà, ce moment qui est unique. Est-ce que justement, parce que quand on a parlé de cohésion nationale, je voulais quand même mettre un peu les pieds dans le plat, est-ce que pour certains, on pourrait dire qu'il y a une forme de regard vers... ce qui est plutôt une vraie tradition de rupture de jeûne de façon collective chez les musulmans. Est-ce qu'il y a un regard comme ça plus vers ce côté où vous vous dites non, c'est totalement partagé, et là on assiste, il y a des chrétiens qui étaient au gouvernement d'Agban. Comment vous réagissez à ça et quelles sont les raisons que vous pourriez avancer pour expliquer quand même les différences d'approche au niveau donc de la rupture du jeûne, Pascal? Bon, déjà, vous posez le postulat qu'il y a une différence d'approche que moi je ne vois pas. D'accord. Je le confesse, je ne vois pas la différence d'approche. Parce que sinon, ce serait chercher la petite bête. Je ne me sens pas lésée parce que je suis chrétienne ou parce qu'il y a cette cérémonie-là. Au contraire, de jeûne. Moi, je me vois bien m'inviter à ce type de rupture. Bon, c'est vrai, je ne suis pas militaire, mais j'aurais mis volontiers une tenue. Ce que je comprends, ce que je vois, c'est les aspects plutôt positifs. Je sais que quand il y a aussi des périodes, quelles que soient d'ailleurs les confessions, hein, on a vu ici les sous-confessions dans la religion chrétienne avoir de l'intérêt, parce qu'on a un ministère, on a eu longtemps un ministère des cultes, je crois qu'on en a une direction générale. On a une direction générale des cultes, et donc cette direction générale-là, je pense qu'elle a tout son rôle à jouer, alerter les différentes autorités. Lanceur d'alerte pour dire attention. Voilà, non, mais même, je dis, il n'y a pas à faire attention. Dernièrement, on a eu les fêtes de fin d'année qui sont très... catholique, chrétienne, avec la Première Dame qui a réhabilité, par exemple, toute l'église d'Assini, qui l'a réhabilité totalement, qui a fait d'énormes dons aux enfants. Effectivement. Donc, je ne vois pas de disparité dans le traitement, à mon avis. Marius, comment est, justement, est-ce que vous observez cette différence? Est-ce que différence il y a justement entre le jeûne musulman et le jeûne chrétien, en termes de dons, en termes d'organisation, de rupture? Quel commentaire pouvez-vous faire? Bon, il faut dire tout simplement que c'est deux religions, certes, mais c'est deux manières de partager le mois de pénitence différemment. Au niveau chrétien, la rupture ne se fait pas comme chez les musulmans, et à travers le monde,
où avec des voisins, on partage quelques mets, quelques jus. Pour les musulmans, bien entendu. Chez les chrétiens, ce n'est pas le cas. Hein. La rupture se fait de façon soft en famille et donc pas de façon à envoyer des mets à des voisins comme le font les musulmans, même si dans certaines... la notion de partage pourrait faire la différence. Exactement, ici, mais n'empêche que... Sans peut-être parler de partage, mais parce que justement chez les chrétiens, il n'y a pas cette préparation. Non, il n'y a pas une chez les musulmans, c'est une festivité en fait. La rupture est une festivité, ce qui n'est pas le cas chez le chrétien. D'accord, donc vous, c'est comme ça que vous voyez les choses. Mais bien entendu. Une chose est sûre, il y a un point de jonction qu'on a, et ça c'est très intéressant, c'est de dire que c'est le jeûne, et bien sûr, ça nous appelle à nous rapprocher de celui que les uns et les autres considèrent comme leur créateur. Absolument. Et comme l'a dit Alpha, il y a un Dieu en chacun de nous, donc c'est de se rapprocher de chacun. Et c'est clair. Eh bien, pour se rapprocher de chacun, et des uns et des autres, il faut parfois effectuer des grandes marches. Ah, vous avez vu, la transition est un peu bizarre, mais bon, on va la faire quand même. Pour se rapprocher, il faut marcher. Il faut marcher, il faut faire des grandes marches. Il faut, voilà, et quand c'est comme ça, évidemment, il y a des Ivoiriens et des Ivoiriennes qui ont décidé comme ça d'utiliser la marche comme... j'allais dire quelque chose qui va baromètre de santé, baromètre de santé, voilà, pour stabiliser la santé. Allez, c'est bon, je vous laisse faire avec votre invité. Docteur Olga Porquet-Lindsay, bonsoir. Nous sommes très heureuses de vous recevoir ici. Je devais dire très heureux, mais souffrez que je dise heureuse. Franchement, ce n'est pas possible. Les femmes sont là. Alors, vous êtes responsable du comité santé de l'association sportive Marcheurs Blancs. Et avec votre association, justement, on va comprendre comment est-ce qu'au travers de la marche, on arrive à réduire son poids, mais aussi à le stabiliser, à éviter des maladies cardiovasculaires, bref, in fine, à vivre longtemps. Bienvenue, docteur. Première question, quand même, oui, André. Est-ce que la marche, c'est du sport? Oui, la marche, c'est du sport, mais pas n'importe comment. Justement. Il s'agit quand même d'une marche active, d'une marche dynamique. Et pour voir des résultats visibles et durables, il faut quand même un certain temps de marche, un certain nombre de pas ou de kilomètres parcourus de façon régulière. C'est quoi la marche active, la marche dynamique? C'est une marche déjà durant laquelle vous sentez que le rythme cardiaque s'accélère. Okay. Vous sentez que tout votre corps bouge, tout votre corps est en mouvement. Okay. Voilà. Et aujourd'hui, il existe des outils tels que les montres connectées pour pouvoir réellement s'en rendre compte. Très bien. Une fois qu'on a dit ça, on va ouvrir le plateau. Vous dites que tout le corps bouge, c'est là où ça va être intéressant pour les autres, parce qu'on se dit, bon, ceux qui font le sport, c'est eux qui ont des gains, on va dire, de cette pratique. Et quels peuvent être des gains pour nous de faire ces marches actives, comme vous le dites? Ça peut être quoi? Ça nous apporte quoi? Ça agit sur quelle partie de notre corps, machin, tout ça? Aujourd'hui, tout le monde sait que la sédentarité est pourvoyeuse de toutes les maladies cardiovasculaires qu'on connaît et les pathologies métaboliques. Aujourd'hui, faire du sport, ce n'est pas juste courir, c'est être en mouvement de façon régulière. Et la marche est un sport reconnu. Même aux Jeux Olympiques, vous voyez, il y a la marche. Il y a la marche. Il y a la marche. Donc, le bénéfice, déjà, c'est que vous ne vivrez pas peut-être plus longtemps, mais vous vivrez mieux. Vous vivrez mieux, vous serez plus dynamique, vous serez moins exposé à ces maladies. Vous aurez, par exemple, un meilleur sommeil. Vous aurez une meilleure libido. Donc, ça, c'est pas mal. Oui, ça. C'est intéressant. Voilà le regard de Le plateau s'anime quand on dit libido. Non, mais il faut qu'il s'anime, parce que ça fait partie de la vie. Absolument. Et ça permet justement d'être la marche ou la libido? Non, mais même la libido, et d'être en harmonie avec son corps. Et c'est important. Et ça, il faut le dire. Il me semble que vous aviez une question qui ne porte pas sur la libido. Allez-y. Quoique, on pourrait. Non, je regardais les chiffres là de l'OMS. En Côte d'Ivoire, on avait plus de 200 000 malades du diabète, qui est une des maladies qui est liée un petit peu, peut-être, je peux me tromper, à la sédentarité aussi. Le diabète. L'obésité, la prévalence d'obésité en Côte d'Ivoire, surtout chez les enfants, commence à être grande. Oui. Pardon pour les marques, mais on a de plus en plus de fast-food, ce qu'on appelle la malbouffe, qui commence à s'installer dans nos habitudes alimentaires. Et moi, je suis contente de pouvoir parler de marche aujourd'hui, parce que quand on regarde, il y a de nombreuses maladies
qui sont liées à la sédentarité. Et avoir une initiative qui promeut la marche, c'est très bien. Parce que à partir de l'enfance, je pense que si on prend les bonnes habitudes, ça ne peut être que bénéfique. Maintenant, ma question, c'est vous marchez où et quand et à quelle fréquence? C'est ça, vous marchez où? Parce que marcher près de la route, c'est compliqué. Parce que moi, je suis intéressée de savoir dans notre pays où la question des trottoirs et des passages pour piétons, je dis même pour piétons à côté de la route, est un vrai challenge. Comment vous faites? Déjà, les marcheurs blancs, c'est une association, donc avec une organisation, un fonctionnement. Nous sommes dans toutes les communes d'Abidjan et dans plusieurs quartiers de certaines communes d'Abidjan, mais également à l'intérieur du pays. Donc, chaque responsable de groupe définit un parcours qui est assez safe. Donc, sécurisé. Sécurisé, un parcours sécurisé. Et nous marchons en moyenne 7 km 2 fois par semaine, les mardis et les jeudis. Et à quelle heure? À 19 h, tout en sachant que... Vous excluez les membres du Grand Talk, c'est clair. Non, j'allais le préciser justement, tout en précisant que le dimanche, il existe une session de rattrapage pour les personnes qui ne sont pas disponibles en semaine. C'est ça. Alors... mais le où, c'était... Le où, ouais, c'est des endroits qui sont safe, etc. Comme nous marchons partout, dans toutes les communes d'Abidjan, donc chaque commune ou chaque quartier a un responsable qui va définir un itinéraire qui est vraiment sécurisé. Ça peut être un parcours fermé, ça peut être également un parcours ouvert, mais on s'assure quand même qu'il y ait le maximum de mesures de sécurité qui soient respectées pour les personnes qui adhèrent à ce mouvement. Si sur l'itinéraire, il nous dit qu'on doit marcher à Jamais Liberté, écoutez, à un moment, ça va poser problème. Voilà. Mais là, on a des photos, hein, André, de personnes qui étaient en surpoids et qui, avec la marche, sont devenues... Donc là, c'est le avant-après. Exactement. Avant et après. Okay. Grâce aux marcheurs blancs. Grâce à la marche, mais également à un régime alimentaire qui est hypocalorique et qui a été quand même élaboré par des nutritionnistes. Très bien. Très bien. Mais nous, une chose est sûre, c'est d'appeler à nos concitoyens à sortir de la sédentarité. Non, c'est pas c'est de sortir de la sédentarité parce que le cœur, justement, des marcheurs blancs, c'est de faire en sorte que tous nous bougions. Et c'est un peu ce que nous, on fait là, pour vous dire. Merci en tout cas, docteur. La prochaine marche, ce sera pour quand? La prochaine marche... Sur Cocody, par exemple. Sur Cocody, ce sera mardi. Et comment on intègre l'association? Sur Facebook, vous tapez marcheur blanc, blanc sans S, et vous allez voir en fonction de votre lieu d'habitation un lien sur lequel vous allez cliquer et qui va vous permettre d'adhérer à un groupe WhatsApp. Exactement. C'est gratuit. C'est gratuit. C'est gratuit. En plus, c'est une marche bissextile. Bon, on en parlera. On en parlera. Alors, la marche intéressante et bonne pour la santé, pour la libido et pour voilà, tout ce que vous voulez. Vous revenez dessus. On se retrouve donc sur Facebook là pour chercher les marcheurs blancs et on se retrouve à la marche. Voilà, nous sommes de retour après donc la partie de ce temps d'antenne et nous revenons. Notre plateau est le-même, il n'a pas changé, sauf à la différence que nous a rejoint André, un invité. Il s'agit de monsieur Nkwisi Olivier. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous, ingénieur informatique et fait pas mal de choses dont on parlera, mais on parlera surtout de l'accès à Internet et cybersécurité. Sommes-nous le maillon faible et en Côte d'Ivoire, le maillon faible d'un système mondialisé? Ah oui, mais ça c'est très très intéressant. Déjà, la semaine dernière, c'est Internet qui était coupé, et exclusif en Afrique. On parle d'une intrusion assez facile dans nos grandes institutions et dans les grandes entreprises. C'est quelque chose qui est une plaie unique à notre continent. Il faut qu'on en parle. Et vous qui êtes un spécialiste, qui êtes à la tête d'une entreprise justement de cybersécurité. Question simple, mais forcément qui peut être très complexe, faible de la cybersécurité, de l'accès Internet dans le monde, l'Afrique. Déjà, je vous remercie pour votre invitation à laquelle j'ai répondu promptement, parce que le sujet est d'actualité, on peut le constater. Dans votre question, je note deux
l'accès Internet proprement dit. Donc, les ressources dont nous disposons pour pouvoir être connectés au village planétaire, liées à les deux. Et je vais commencer par le premier aspect qui est celui qui... la couverture Internet. Voilà, la couverture Internet. Depuis le jeudi 12 mars dernier, aux environs de 7h30, les utilisateurs, les abonnés, les souscripteurs des accès Internet, que nous tous avons constaté une interruption de l'accès Internet quasi générale et qui a entraîné une situation non seulement de l'accès, mais également d'un certain nombre de services dont nous dépendons tous, que ce soit les services de paiement, les services digitaux au niveau de l'administration ivoirienne, ce qui a entraîné une situation plus ou moins importante et qui nous a mis en face d'une certaine vulnérabilité de notre économie quant à ce qui est de la dépendance à la connexion Internet. Dans une économie qui se veut digitalisée, numérisée, on va dire, nous allons de plus en plus vers du numérique, mais force nous que l'Afrique, notamment la Côte d'Ivoire et du Golfe de Guinée, sont extrêmement dépendants d'un certain nombre de câbles dont nous n'avons pas nécessairement la maîtrise parce que l'infrastructure ne tient pas. Justement, ça aussi le problème, parce qu'on ne maîtrise pas et on n'a pas la ressource peut-être humaine pour réguler la question des jours et des jours, d'où nous serons toujours le maillon faible. Et lorsqu'on a une telle... Vous, en tant que spécialiste, à quoi vous pensez pour éviter une crise pareille? Déjà, avant de parler de ressources humaines, il faut dire qu'au niveau de l'infrastructure, nous sommes encore très dépendants. Ce n'est pas d'abord un problème de ressources humaines. Le problème de ressources humaines, il vient après. Il vient après. Nous sommes très dépendants, fortement dépendants. On a pu le constater. Les deux opérateurs, en tout cas les deux parmi trois, ont été fortement impactés. Heureusement, qui due à une solidarité entre opérateurs, qui a permis d'assurer une certaine reprise de l'activité, de la connectivité au niveau des... La qualité n'a pas été forcément très bonne, mais on va dire que c'était mieux que rien du tout. Donc, ceci le problème de la dépendance. Ensuite, la question de savoir aujourd'hui, puisque nous sommes de plus en plus mécanismes irréversibles, quels sont les moyens, quelles sont les ressources que nos États doivent mettre en œuvre, puisqu'il ne s'agit pas uniquement de la Côte d'Ivoire, quelles sont les ressources que nos États doivent mettre en œuvre justement pour assurer une continuité de service dans ce genre de cas de figure qui est plus sourd. Vous dites nos États, vous avez une question à poser, mais je vais vous inviter sur la question des solutions, comme l'a dit. Vous dites nos États, moi je pense aussi à tous ces opérateurs. Le rôle de l'État, ça peut être quoi? Il doit réguler, mais est-ce qu'aujourd'hui, vous qui êtes dans ces camps, les opérateurs investissent, parce que, évidemment, même en temps normal, on n'a pas les plus belles connectivités dans le monde, d'où la question. Donc, est-ce qu'à ce niveau-là aussi, il n'y a pas un problème d'investissement que ne font pas les principaux acteurs? En réalité, la mise en œuvre des ressources ne dépend pas véritablement des États, mais dépend des opérateurs télécoms. On donne des directions, des impulsions, et on se vient pour le problème, c'est que nous sommes, comme je disais tout à l'heure, dépendants, et les opérateurs avec sont dépendants d'un certain nombre de ressources que nous ne maîtrisons pas nécessairement. Les États, comme je disais tout à l'heure, sont beaucoup plus dans une posture d'arbitre, de régulation, qui définissent les cahiers de charges que doivent respecter les opérateurs, et ensuite c'est aux opérateurs de... Vous avez dépeint vraiment une situation qui, pour moi, reste préoccupante. Aussi du rôle de l'État qui joue aussi son rôle d'arbitre, mais au-delà même de son rôle d'arbitre, va aussi beaucoup plus loin. Je prends le cas de la Côte d'Ivoire, par exemple, qui a un ministère de la transition numérique. Aujourd'hui, que penser devrait pouvoir juguler ce cas dans lequel la coupure de câble. Si vous citez un exemple,
par exemple, qui est aujourd'hui quasiment totalement digitalisé, si quasiment tout le pays. En Côte d'Ivoire, fort heureusement, on n'est pas encore à ce niveau. Enfin, pessimiste. Aujourd'hui, que doit être régulation qu'ils font en ce moment. Au-delà de l'arbitrage. Je pense que le rôle, l'État, il ne s'agit pas que de la Côte d'Ivoire. On a vu